Expression française, tout niveau, les figures de style. Il y aura 7 parties. Les figures de style. Donc nous allons voir 7 sortes. Alors la première c'est l'analogie. Alors les figures de style qui correspondent à l'analogie. Il y a la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. 2. La substitution. Il y aura la métonymie, synecdoque, périphrase, antonomase. Partie 3. L'atténuation. Litote, euphémisme, prétérition, ironie. Partie 4. L'opposition. Antiphrase, antithèse, chiasme, paradoxe, oxymore. Partie 5. L'insistance. Anaphore, parallélisme, polyptote, épanadiplose, épanalepse. Partie 6. L'amplification, hyperbole, énumération, accumulation, gradation. Partie 7. La rupture, zeugme, ellipse, anacolute, asyndète, polysyndète. C'est fini. Les figures de style. 1. D'abord la définition. On appelle les figures de style ou de rhétorique les procédés d'expression par lesquels, en s'écartant de l'usage banal de la langue, un auteur cherche à attirer l'attention, séduire, émouvoir ou convaincre. Alors, les figures de style fondées sur l'analogie, c'est notre première partie. Il y aura toujours 3 colonnes, les noms des figures de style, les explications et les exemples. La première, c'est la comparaison. C'est un rapprochement de 2 termes qui ont au moins un élément commun. L'outil de comparaison, très important. Il y a un outil de comparaison, est exprimé, c'est-à-dire qu'il existe. Il peut être soit un adverbe ou une locution adverbiale. La plus connue, c'est comme, mais aussi plus que. Ça peut être un verbe, ressembler à, avoir l'air de. Ça peut être un adjectif suivi ou non d'une préposition, pareil à, semblable à. Ou ça peut être une conjonction de subordination introduisant une proposition subordonnée conjonctive qu'on peut appeler une proposition subordonnée comparative, avec des conjonctions comme ainsi que, plutôt que. Alors quelques exemples. Il est beau comme un dieu, donc il est comparé à Dieu. Et là, nous avons notre mot outil comme. Elle avait des yeux pareils à des diamants, les yeux diamants, donc et nous avons notre mot outil pareil à. Enfin, ce paysage ressemble à un océan. Nous avons bien le paysage qui est comparé à un océan. Et nous avons notre mot outil au milieu. La deuxième figure de style, c'est la métaphore. C'est une comparaison, mais à la différence près qu'il n'y a pas de mot outil. Il s'agit d'une comparaison sans mot outil entre 2 éléments qui n'ont d'habitude pas de point commun évident. NB qui veut dire nota bene, on appelle métaphore filée une métaphore qui se poursuit sur plusieurs lignes. 2 exemples, cette fille est une perle et cet océan de blé est magnifique. Là, on compare la fille à une perle et là, cet océan de blé, donc on compare à un champ à un océan. Troisième figure de style fondée sur l'analogie, la personnification. Attribution d'un comportement humain à un objet, à un élément naturel ou un animal. Exemple, la maison hurlait sous les coups du vent. Donc hurler, c'est un verbe qui est attribué à un humain normalement, mais là on l'attribue à, on le colle à la maison. La maison n'a pas fonction de hurler. Donc nous sommes dans le cas d'une personnification. On attribue un comportement humain à un objet. En l'occurrence, la maison.
Dernière figure de style, l'allégorie. On utilise un être vivant ou une chose pour représenter une idée. Alors, exemple, la mort est souvent symbolisée par un squelette armé d'une faux. Une faux, c'est un outil agricole. Et enfin, une colombe blanche symbolise la paix. Donc, je répète les 4 figures de style. La comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. Elles sont toutes fondées sur l'analogie. C'est fini. Les figures de style 2. Donc là, il y a toujours la définition. Vous pouvez la revoir dans la partie 1. Là, nous allons voir les figures fondées sur la substitution, avec nos 3 colonnes, les noms, les explications et les exemples. Alors, la première figure de style, c'est la métonymie. Alors, la métonymie consiste à remplacer la chose désignée par un terme proche d'un point de vue logique. On peut donc trouver le contenu pour le contenant, exemple boire un verre, l'activité pour le lieu, adorer la cuisine, enfin l'acte de faire la cuisine, pas la cuisine, le lieu. L'objet pour la matière de cet objet, exemple faire du piano, l'artiste pour son œuvre, lire du Balzac, ou enfin la couleur pour la matière, une bouteille de rouge. Une bouteille de rouge, c'est du vin rouge et du vin. Voilà pour la métonymie. Maintenant pour la synecdoque. La synecdoque, est une forme de métonymie particulière qui envisage 2 aspects d'un même objet en prenant par exemple la partie pour le tout. C'est ça qu'il faut retenir. Exemple, avoir un toit sur la tête. Un toit signifie avoir une maison. Donc, mais là, on utilise une partie pour le tout. Ça s'appelle une synecdoque. On a remplacé la maison pour dire avoir un toit sur la tête. Nous venons de voir la métonymie et la synecdoque. Maintenant, nous allons voir la périphrase. Une périphrase consiste à dire en plusieurs mots ce qu'on pourrait dire en utilisant un seul terme. Exemple, au lieu de dire Paris, on va dire la ville lumière. Au lieu de dire l'anglais, on va dire la langue de Shakespeare. Nous sommes dans la périphrase. Alors la périphrase peut avoir plusieurs effets. Elle peut avoir un effet euphémique qui vient d'euphémisme, qui est une figure de style fondée sur l'atténuation, que nous allons voir après. Exemple, au lieu de dire les vieux, on va dire les personnes âgées. Ça peut avoir aussi un effet ironique. La politique, on va appeler ça le cirque. Bon, c'est péjoratif, mais ça exprime bien ce que c'est parfois. Et enfin, ça peut avoir un effet poli. Au lieu de dire ce qu'on va faire dans les toilettes, ce qui est un terme assez cru, on va dire aller faire ses besoins. Et encore ça, c'est pas non plus très poli. Enfin, vous avez compris le sens, l'effet poli de la périphrase. Enfin, nous allons voir l'antonomase. Une antonomase est le fait d'utiliser un nom propre comme un nom commun ou un nom commun comme un nom propre. Exemple, je vais vider la poubelle ou alors une poubelle. Eh bien, poubelle, ça vient de Monsieur Poubelle qui a existé. Et le terme est devenu générique, c'est-à-dire qu'on utilise ce nom propre comme un nom commun. Voilà pour les figures de style fondées sur la substitution. Vous retenez bien la métonymie, et la synecdoque, qui est une sorte de métonymie, la périphrase et l'antonomase. C'est fini.
Les figures de style 3. Alors, les figures fondées sur l'atténuation. Alors, la première figure de style, c'est la litote. Alors, il s'agit d'atténuer la réalité en utilisant notamment une tournure négative. Très important. C'est une formule qui exprime une pensée de façon atténuée pour signifier implicitement le contraire. Donc, implicitement, c'est sous-entendu. Alors, un exemple. Deux exemples, pardon. Elle n'est pas mal. Tournure négative, on a avec le N apostrophe et pas. Elle n'est pas mal, ça veut dire elle est jolie. Quand on dit elle n'est pas mal, implicitement, cela veut dire qu'elle est jolie. Ou alors, je ne suis pas insensible à son charme. Nous avons toujours la tournure négative, mais c'est pour dire le contraire. Je ne suis pas insensible à son charme, cela veut dire exactement le contraire. Voilà pour la litote. L'euphémisme, euphémisme, c'est une formule qui essaie d'atténuer le sens des paroles. L'expression choisie atténue la réalité en évitant ce qui pourrait déplaire, gêner ou choquer. Donc là, c'est une atténuation, bien sûr, parce qu'on est dans l'atténuation. Mais là, c'est pour éviter de déplaire, de gêner ou choquer. Vous allez comprendre. Exemple, au lieu de dire les pays pauvres, on va dire les pays en voie de développement. Voilà. Donc, on a utilisé un euphémisme. On a atténué la réalité, qui est que ce sont des pays pauvres, mais on a préféré privilégier le développement. Pays en voie de développement. Enfin, au lieu de dire il est mort, qui est assez brutal et qui peut choquer, on va dire il est parti. C'est moins douloureux. Donc là, on utilise un euphémisme. On atténue, on diminue la sensibilité. Troisième figure de style, la prétérition. La prétérition. Alors, c'est une figure par laquelle on affirme passer sous silence quelque chose dont on parle néanmoins. Et vous allez comprendre tout de suite avec l'exemple. Je dis ça, je dis rien. Mais en fait, on le dit. On le dit quand même. Mais voilà, l'expression, c'est pas pour dire, mais si, on le dit quand même. Je dis ça, je dis rien. Mais si, on le dit quand même. Ça s'appelle la prétérition. Et ça, nous pouvons la rencontrer quotidiennement, enfin pas quotidiennement, mais couramment dans nos échanges avec nos proches, avec nos collègues. Enfin, dernière figure de style, l'ironie. Ironie. Alors, l'ironie est une figure de rhétorique qui dit exactement le contraire de ce que l'on pense. Pour provoquer tantôt le rire ou le sarcasme, enfin, le sarcasme, c'est un rire jaune. On rit, mais on n'est pas content. Pour tantôt révéler un acte sérieux ou gravissime, irréparable, appelant parfois la punition. Vous allez comprendre avec les exemples. Alors, tu t'es levé à 10 heures. Quel exploit! Quel exploit! Donc là, on est carrément dans l'ironie. Donc ce n'est pas du tout un exploit de se lever à 10 heures, bien au contraire. Mais là, on utilise l'ironie. Autre chose, autre exemple, l'ironie du sort, c'est que ce sont les pauvres qui paient pour les plus riches. Donc là, on est dans le sarcasme, c'est-à-dire que on rit un peu jaune. Parce que ce n'est pas normal que ce soit les pauvres qui paient plus que les riches. Mais on prend ça de manière ironique, on atténue l'effet qui pourrait nous choquer en utilisant l'ironie. Voilà pour les figures de style concernant l'atténuation. Vous retenez bien
la litote, l'euphémisme, la prétérition et l'ironie, avec les exemples qui sont très parlants. C'est fini. Les figures de style 4. Donc là, nous allons voir les figures fondées sur l'opposition. L'opposition. Alors la première figure de style que nous allons voir, c'est l'antiphrase. Antiphrase. Donc là, ça commence par anti, qui veut dire contre. Alors c'est un mot ou une phrase utilisé dans le sens contraire de son sens habituel. On exprime le contraire de ce que l'on veut signifier. L'ironie repose sur le recours à l'antiphrase. Vous allez comprendre. C'est malin. Donc là, quand on dit c'est malin, on pense le contraire. Donc malin, le vrai sens de malin, c'est être intelligent, être rusé. Mais là, quand on dit c'est malin, ce n'est pas le vrai sens. Donc le sens habituel, c'est être rusé, être intelligent. Là, on prend le sens contraire. Et quand on dit c'est malin, c'est pas du tout malin. Autre exemple, bravo, c'est du joli. Bravo, c'est du joli. Quand on dit ça, on n'est pas content. Et ce n'est pas du tout joli. Donc c'est bien le sens contraire au sens habituel. Ça s'appelle une antiphrase. Là, nous allons voir une antithèse. Alors, ce sont deux termes de sens contraire à l'intérieur d'un même énoncé. Exemple. Il l'adore, il la déteste. On ne sait plus. Il l'adore, il la déteste. Donc, nous avons bien le verbe adorer, nous avons bien le verbe détester. Nous sommes dans la même phrase et ce sont deux mots de sens contraire. Deux verbes de sens contraire. Donc, ça s'appelle une antithèse. Deux termes de sens contraire dans le même énoncé. Donc, il l'adore, il la déteste. Nous sommes dans l'antithèse. La troisième figure de style s'appelle le chiasme. Ça s'écrit CH, mais ça se prononce K. Le chiasme. Alors, c'est le fait de placer en ordre inverse les segments de deux groupes de mots syntaxiquement identiques. Termes disposés en ABBA. Vous allez comprendre tout de suite avec l'exemple. Parler en mangeant, manger en parlant. Voilà, donc nous avons inversé l'exemple A. Parler c'est A, mangeant c'est B. Nous avons AB et BA. Parler en mangeant, manger en parlant. Et la plus fameuse de tous, un pour tous et tous pour un. Ça s'appelle un chiasme. Vous avez bien reconnu la devise des mousquetaires. Un pour tous et tous pour un, ça s'appelle un chiasme. Et c'est une figure de style fondée sur l'opposition. Le paradoxe, autre figure de style. Alors, un paradoxe en tant que figure de style est le fait d'énoncer une idée qui va à l'encontre de l'opinion commune, dans le but de choquer ou d'interpeller. Exemple, il avait tout, pourtant il était malheureux. Ça s'appelle un paradoxe. Il avait tout, la richesse, un beau mariage, je ne sais quoi d'autre. Pourtant, l'adverbe pourtant, il était malheureux. Donc, le fait d'avoir tout et d'être malheureux s'appelle un paradoxe. C'est une opposition. Enfin, le dernier, oxymore, c'est un rapprochement de deux mots de sens opposés placés côte à côte. Exemple, la force tranquille. Alors, la force tranquille, c'est un slogan. C'était un slogan d'un président de la République française, François Mitterrand. Il avait mis ce slogan sur ses affiches, avec une église au fond dans le paysage. Alors, la force tranquille, pourquoi on parle d'oxymore? Parce que force et tranquille, ce sont deux mots qui ont
qui ont chacun un sens qui est opposé à l'autre. La force, généralement, elle n'est pas tranquille. Et quand on est tranquille, on ne parle pas de force. Donc, en apposant les deux termes de sens opposés, on forme un oxymore. Vous retenez bien les figures fondées sur l'opposition, l'antiphrase, antithèse, chiasme, paradoxe, oxymore. Les figures de style 5, ce sont celles fondées sur l'insistance. Alors la première, anaphore. C'est une répétition d'un mot ou d'un groupe de mots au début de plusieurs propositions, vers ou phrases qui se suivent. Exemple, moi président je ferai, moi président je, etc. Donc là c'est une tournure qu'avait prise Monsieur le Président, ancien président François Hollande, lors d'un débat avec Monsieur Sarkozy. Donc il a commencé à dire moi président je ferai, moi je, etc. Ça s'appelle une anaphore. Alors le parallélisme, c'est une répétition d'une même structure syntaxique, d'une même construction grammaticale. Alors, construction grammaticale, c'est le synonyme de structure syntaxique. C'est la même chose. Dans deux groupes de mots, vous allez comprendre. Femme au volant, mort au tournant. Donc là, c'est une formule courante, malheureusement courante, que l'on entend, mais que je ne cautionne pas, évidemment. Donc, c'est une expression courante, mais qui est bien évidemment fausse. Mais elle existe dans le langage commun de la population. Donc, je ne cautionne pas, mais elle existe. Et c'est une figure de style qui s'appelle le parallélisme. La troisième figure de style s'appelle le polyptote. Le polyptote. Alors, c'est une utilisation de plusieurs variantes flexionnelles. Ce sont des formes grammaticales du même mot. Plusieurs variantes flexionnelles du même mot. Vous allez comprendre. Tel est pris qu'il croyait prendre. Vous avez déjà entendu cette phrase. Donc, tel est pris qui croyait prendre. Alors, où sont les variantes flexionnelles? Elles concernent le verbe prendre. Là, il est au participe passé et là, il est à l'infinitif. Donc, on a deux variantes flexionnelles d'un même mot dans une phrase. Donc, on l'utilise de deux manières différentes, si vous voulez. Tel est pris qu'il croyait prendre s'appelle un polyptote. Là, nous allons voir l'épanadiplose. Ce n'est pas un médicament, rassurez-vous. C'est une figure de style. Alors, c'est la reprise à la fin d'une phrase du même mot que celui utilisé en début de phrase. Reprise à la fin d'une phrase du même mot que celui utilisé en début de phrase. Exemple, l'homme peut guérir de tout, non de l'homme. Une citation de Georges Bernanos. C'est un auteur. L'homme peut guérir de tout, virgule, non de l'homme. Ça veut dire que l'homme peut guérir de tout, sauf de lui-même. Donc, mais pour nous, pour la figure de style, on retrouve bien l'homme au début et l'homme à la fin. Donc, on est ici dans le cas d'une épanadiplose. C'est une figure de style qui est fondée sur l'insistance. Et là, nous avons un effet insistant avec la présence de deux mots, l'un au début, l'autre à la fin. Dernière figure de style fondée sur l'insistance, l'épanalepse. L'épanalepse, c'est une reprise d'un groupe de mots au début d'une proposition. Alors, au début d'une phrase. Exemple,
De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Donc, c'est une citation de Danton, qui était un personnage de la Révolution française. Donc, vous voyez bien, audace, audace, audace. C'est une reprise d'un groupe de mots. Nous sommes ici en présence d'une épanalepse. Donc, nous avons vu les figures fondées sur l'insistance, nous avons vu l'anaphore, le parallélisme, le polyptote, l'épanadiplose, l'épanalepse. C'est fini. Les figures de style 6, ce sont celles fondées sur l'amplification. La première, c'est l'hyperbole. Hyperbole consiste à exagérer, à amplifier une idée ou une réalité dans le but de la renforcer et la mettre en avant. Elle fait en général référence à quelque chose d'impossible dans un but ironique ou dramatique. Par exemple, je meurs de faim, donc là on est carrément dans l'exagération. Mes parents vont me tuer lorsqu'ils ont des mauvaises notes, pareil. Et enfin, l'expression mort de honte, qui est complètement exagérée. La main de Dieu, ça correspond à un geste d'un grand joueur de football lors d'un match très important. Il a marqué de la main ce qui est formellement interdit et on a appelé ça la main de Dieu de manière très exagérée. Donc, mais nous sommes dans l'hyperbole. L'énumération et l'accumulation. Alors, l'énumération, c'est succession de mots de même nature grammaticale et de sens proche. Exemple, rien n'était si beau, si leste et si brillant, et si. Voltaire, Candide. Ou alors, l'accumulation, longue énumération qui crée un effet d'amplification. Adieu, veaux, vaches, cochons, Jean de La Fontaine, Perrette et le pot au lait. Donc, vous voyez bien l'énumération et l'accumulation avec ces deux exemples parlants. Enfin, pour finir, la gradation, c'est une succession de termes d'intensité croissante, intensité croissante. Alors, il y a la gradation ascendante, la plus fréquente, ou décroissante, la gradation descendante, beaucoup plus rare. Donc, va, court, vole et nous venge. Corneille, le Cid. Ou alors c'est un roc, un pic, une péninsule de Jean Rostand, Cyrano de Bergerac. Donc gradation, il y a une progression, une croissance. Va, court, vole. Donc nous sommes dans la figure de style, la gradation. Alors pour l'amplification, pour l'exagération, nous avons le choix entre l'hyperbole, l'énumération, l'accumulation ou la gradation. C'est fini. Fin des figures de style. 7. Ce sont celles fondées sur la rupture. La première figure de style s'appelle le zeugme ou zeugma. Alors c'est une construction qui consiste à ne pas énoncer de nouveau, quand l'esprit peut les rétablir aisément, un mot ou un groupe de mots déjà exprimés dans une proposition immédiatement voisine. Exemple. Ça vient de Victor Hugo, Bouse endormi. Alors, vêtu de probité candide et de lin blanc, ce que l'auteur n'a pas voulu énoncer de nouveau, c'est la tournure vêtu de. Donc, mais notre esprit, en le lisant, l'a rétabli. Vêtu de probité candide et vêtu de lin blanc. Mais il est vrai que c'est beaucoup plus fluide d'utiliser la figure de style, le zeugme, pour ne pas énoncer de nouveau un mot ou un groupe de mots. Donc là, en l'occurrence, c'est vêtu de. Deuxième figure de style, sur la rupture, l'ellipse. Une ellipse consiste à omettre volontairement un mot ou un groupe de mots logiquement
nécessaires à la construction de la phrase. L'Oréal, vous connaissez tous le slogan publicitaire, L'Oréal, virgule, parce que je le vaux bien. Vous connaissez le slogan. Alors là, qu'est-ce qu'on a enlevé? Là, c'est parce que je le vaux bien, c'est une proposition subordonnée conjonctive, introduite par une conjonction de subordination parce que, qui indique la cause. Alors, s'il y a une proposition subordonnée conjonctive, c'est que devant, il doit y avoir une proposition principale. Et là, elle n'y figure pas. Donc, on a fait une ellipse volontaire qui consiste à omettre, enlever, à ne pas mettre, omettre. Donc, c'est une ellipse. Il manque une principale. Troisième figure de style, une anacolute. Une anacolute, alors, c'est la rupture de la construction syntaxique d'une phrase. C'est la rupture de la construction syntaxique d'une phrase. La phrase ne suit alors pas la logique habituelle de la construction syntaxique. Alors, le nez de Cléopâtre, virgule, s'il eût été plus court, virgule, la face de la Terre en eût été changée. Ça vient de Pascal dans Les Pensées. Alors, le nez de Cléopâtre, virgule, s'il eût été plus court, virgule, la face de la Terre en eût été changée. Donc, la rupture de la construction syntaxique d'une phrase. Donc, le rapport entre le nez de Cléopâtre et la face de la Terre n'est pas évident. Donc, il y a rupture, puisque le rapport entre le nez de Cléopâtre et la face de la Terre n'est pas évident. Donc, nous ne sommes pas dans la logique habituelle de la construction syntaxique de cette phrase. Si nous étions dans la logique habituelle, le nez de Cléopâtre, s'il était, etc., aurait changé la face du monde. Non, là, l'auteur a enchaîné par la face de la Terre en eût été changée. Il a fait ce qu'on appelle une anacolute. Anacolute. Quatrième figure de style, une ascindette. Ascindette. Bon, c'est vrai que là ce qu'on voit, c'est assez compliqué. Le fait de supprimer les liens logiques et les conjonctions de coordination dans une phrase. Et la phrase célèbre de Jules César, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Voilà. Donc là, il n'y a aucun lien logique à part les virgules et il n'y a pas de conjonction de coordination. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Nous sommes dans la figure de style l'ascindette, puisque entre ces trois propositions, je suis venu, première, j'ai vu, deuxième, j'ai vaincu, troisième, il n'y a pas de rapport entre elles. Il n'y a pas de conjonction de subordination. Il n'y a pas de conjonction de coordination. Nous sommes dans l'ascindette. Enfin, pour finir, la polysyndète consiste à répéter la même conjonction de coordination, devant chaque terme d'une énumération ou devant chacun des membres d'une phrase. Et là, nous avons un exemple parlant. Ça vient du chanteur Jacques Dutronc. C'est une chanson. Alors, 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. Et là, nous avons une répétition de la conjonction de coordination et nous pouvons dire que nous sommes en présence de la figure de style, la polysyndète. Alors, les 5 figures de style que nous avons vues, le zeugme ou zeugma, l'ellipse, l'anacolute, l'ascindète ou la polysyndète, ce sont des figures de style fondées sur la rupture. C'est la fin
des figures de style partie 7 et la fin du chapitre des figures de style.